Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors, le mensuel Beaux-Arts Magazine a classé Tefare Natura de Morea parmi les 10 plus beaux écomusées de France. Nos invités du jour vont nous parler de ce très beau site. J'accueille aujourd'hui Laiki Tamati, qui est régisseuse du Fare Natura, responsable de l'accueil et de la boutique. Yarana. Marie Geoffroy, qui est chargée de projet au sein de l'association Morea Biodiversité, partenaire du Fare Natura. Avec plaisir. Temeyo Faatawira, qui est prestataire au nettoyage du musée, qui est également voisine du musée, tu nous en Yarana. parleras. Et Moeteri, qui est en service civique pôle médiation scientifique et culturelle. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laiki, où est-ce qu'il est situé ce Tefare Natura à Morea et c'est quoi un écomusée? Alors, l'écomusée Tefare Natura, vous pouvez le retrouver à l'entrée du domaine d'Opunho, la route qui mène au Belvédère, sur l'île de Moorea. En termes de localisation, c'est un accès facile pour rejoindre l'écomusée Tefare Natura parce que dans l'année, on accueille à peu près 100 000 visiteurs rien que dans la vallée d'Opunho. Et l'écomusée Tefare Natura, en plus d'être un musée, on est un outil de développement pour la jeunesse de Moorea. Donc, on propose un vivier de formation, que ce soit en tant qu'engagé de service civique, stagiaire, ou encore des contrats d'aide à l'emploi prévus par le CEFI. On est un musée où on va expliquer comment fonctionne l'environnement qui nous entoure à travers une double approche scientifique et culturelle. Merveilleux, on ne peut pas faire plus clair. Et à qui il est destiné? Qui peut venir? Alors, à tout public, de 7 à 77 ans. Et c'est vraiment un partage, une transmission des connaissances sur les thèmes de l'environnement polynésien. Donc, on essaye de renouer les liens avec tout public, que ce soit les scolaires, les institutions ou encore les personnes qui sont de passage. On les invite à venir. Locaux, touristes et ainsi de suite. Locaux et touristes, exactement. Très bien. Marie, en quoi consiste votre partenariat avec Tefare Natura? On a eu une chose extraordinaire, en fait, un peu avant l'ouverture du Fare Natura, d'investir une parcelle du domaine de Opunau d'environ 15 hectares pour faire un programme pilote de restauration de la biodiversité. Donc, notre approche à l'association, c'est de protéger la biodiversité de Moréa. Donc, on s'occupe beaucoup de ce qui se passe dans les forêts naturelles, mais on n'avait pas une visibilité sur comment faire plus quand c'est trop dégradé pour soigner. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, chirurgical en quelque sorte. Et le Fare Natura, ce partenariat nous a donné l'occasion d'avoir une parcelle à restaurer, c'est-à-dire nettoyer les invasives, replanter, et de convier l'ensemble de la population et des visiteurs du Fare Natura de découvrir quel type de programme est possible de mettre en œuvre et aussi tout l'impact de cette colline, qui est une colline en fait, on va dire patrimoniale. C'est une tour de guet sur la vallée de Opunou, à la fois sur la passe de Opunou et sur la caldeira. Et ce lieu est aussi un site archéologique qui a été découvert par la même occasion. Donc où on a une terrasse cérémoniale qui fait face à des cavités du mont Rotoui qui sont peut-être des cavités funéraires. Donc cette parcelle, on va dire, fait un peu office de laboratoire. Vous pouvez y faire les tests et une fois qu'ils seront probants, vous pouvez l'élargir à l'ensemble de l'île de Moréa, par exemple. Et c'est vraiment un programme pilote dans ce sens où le but, c'est de former avec les services civiques, les stagiaires qu'on peut avoir. Oui, parce qu'il est inclusif aussi. Hein. Tout à fait, de la même manière que le Fare Natura l'est. Donc c'est vraiment une grande zone de partage de connaissances. On a des stagiaires du lycée agricole qui passent, etc. Et c'est aussi en faveur d'un développement durable, dans ce sens où les personnes, 80% des forêts naturelles de Montréal sont des forêts privées. Or, ouvrir ces forêts privées à du tourisme durable, c'est pouvoir organiser des sentiers de randonnée dans des lieux privés dont les propriétaires sont responsables. Et il est nécessaire de pouvoir transmettre un ensemble de stratégies pour que ces sentiers soient respectueux de la nature et fassent découvrir à leurs futurs touristes des beautés. Bon, ça c'est fort intéressant. Moé, je vais rebondir justement. Moé, donc toi, qu'est-ce que tu fais de beau au sein de l'écomusée? Je rappelle que tu es en service civique pour le pôle médiation scientifique et culturelle. Alors, nous, en service civique, on a la chance de faire les visites guidées pour les clients.
à l'intérieur, de faire des explications de tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et non seulement à l'intérieur, même à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des espaces verts parmi nous qui expliquent leurs connaissances sur les plantes. Et en même temps, on propose des ateliers pour des groupes d'associations, pour des écoles, ou sinon même pour les adultes, pour les personnes à mobilité réduite et pour les clients, que ce soit locaux et touristes, qui viennent au Farinatura. Ça veut dire qu'on vous a demandé des connaissances particulières au départ, peut-être parler une autre langue, ce genre de choses? Au départ, on va dire oui pour certains, ceux qui connaissent la langue tahitienne, ou sinon ceux qui connaissent la langue L'anglais anglaise. peut-être, oui. Voilà. Et d'autres, on demande s'ils savent faire de la percussion, de la danse, du tressage. S'ils savent, ben, c'est là qu'on met en place un jour pour pouvoir, pour pouvoir partager avec les clients. Ça, c'est cette notion de partage, on comprend qu'elle est très importante. Mhm. On reviendra ensuite sur ta formation. Téméo, à nous deux. Alors toi, ce qui est très intéressant, c'est que l'écomusée, tu es voisine de l'écomusée, donc tu es voisine, et tu travailles à l'écomusée en même temps. Tu nous racontes ça? Oui. Alors, ben, moi, je travaille à l'écomusée en tant que prestataire de nettoyage. Et puis, ben, l'écomusée de Farinatura nous a permis à nous, le quartier prioritaire de Opunho, ben, de pouvoir bénéficier des contrats de service civique ou bien de contrats de CAE. Et qui ben, est un développement durable aussi pour nos jeunes du quartier. Donc ça a eu un impact positif, ça c'est Et très ça a eu bien. un impact positif, oui, justement. Et ça m'a permis à moi, en tant que prestataire de nettoyage, ben, d'évoluer dans mon domaine de nettoyage et avoir encore d'autres particuliers aussi. Les jeunes ont compris que c'était une chance et qu'il fallait miser dessus? Ouais, j'aimerais bien qu'ils comprennent en fait que le Farinatura est là pour proposer du travail et qu'il faut pas en douter, il faut y aller, il faut oser parce que le Farinatura est là pour nous. Oui, puis comme je le disais tout à l'heure, quand même, il a été classé parmi les 10 plus beaux musées, écomusées de France, donc ça veut dire qu'il est reconnu pour sa qualité. Je t'ai vu sourire quand j'ai demandé si les jeunes en étaient conscients. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nike? De l'intérêt du Farinatura? Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que sur Montréal, il y a 9 quartiers prioritaires, dont 3 situés dans la vallée d'Opunho, spécialement Papeto'ai. Et aujourd'hui, en termes de formation, donc c'est des jeunes, en fait, soit issus d'échecs scolaires, c'est-à-dire que ben, il va plus à l'école, ou bien ben, il a eu des problèmes à la maison, du coup il veut plus aller loin, il s'arrête là, pour lui c'est fini pour lui, et nous on est là pour tendre la main. Pour lui dire que c'est pas fini, justement. Non, c'est pas fini, et qu'il y a demain pour se rattraper, et qu'on est là pour lui former sur les métiers soit de l'accueil, soit de la médiation scientifique et culturelle, ou bien en espace vert. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont la possibilité de toucher à plusieurs métiers différents. Exactement. Ils ont la possibilité de toucher plusieurs métiers différents, et en même temps, même eux, ils ont déjà les compétences, les qualités, et c'est un lieu aussi où ils peuvent s'exprimer. Voilà, on laisse chacun, ils sont formateurs de leur propre formation, et on est là aussi pour les voir grandir, et à la fin de leur service civique, de leur engagement, on va dire 80% des 100 jeunes qu'on accueille au Farinatura, ben, ils ont réussi soit dans la création d'entreprises ou encore une reprise d'activité, ou bien encore dans la poursuite d'études. Ben 80% de temps de réussite, c'est beaucoup, donc ça c'est oui, très exactement, très bien. on en est fiers. Ouais, j'aimais beaucoup. Oui. Mm. Est-ce qu'on voit un changement d'attitude des habitants de Montréal? Et je vais vous poser la question à vous quatre en termes d'éco-responsabilité. Est-ce que le fait que le Te Farinatura soit ouvert et très visible change la mentalité des gens de Montréal? Ah oui, exactement, hein. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, depuis l'ouverture de nos frontières après le Covid, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui vient en Polynésie, et on essaye en fait de promouvoir en fait l'écomusée déjà sur notre île, parce qu'on vit dans un bel havre de paix, et on est là aussi pour préserver et protéger l'environnement qui nous entoure. Donc, les jeunes sont plus impliqués, c'est-à-dire que maintenant, ben, la vallée devient plus propre. Quand ils vont, par exemple, dans la mer, s'ils voient des déchets, ils
sont là pour... Ils ont des réflexes maintenant. Exactement, ils ont des réflexes maintenant. Ils donnent de l'éclat, on va dire, à la nature. Et aujourd'hui, on est fiers. Oui. Et ça, avec tous nos événements aussi qu'on organise durant l'année. Par exemple, cette année, là, le dernier événement qu'on a créé, c'est la fête de la science. Du coup, on ne reste pas que sur l'île de Moria, c'est-à-dire on se déplace, on va vers d'autres îles. La dernière fois, j'étais en intervention au lycée collège de Bora Bora, où pour la fête de la science, on a traité le thème sur la pollution sonore sous-marine. Oui, là, il y a de quoi faire aussi. Oui. Je veux bien ton avis aussi sur ce changement d'attitude et ce peut-être prise de conscience sur le fait qu'on doit faire attention, qu'il faille faire attention à notre écosystème. Je pense que cette prise de conscience, elle n'a jamais été perdue au sein de la population à Montréal, c'est très clair. La grande différence aujourd'hui, je pense, est due à la synergie qui se déroule à Montréal. J'ai vraiment l'impression que... Parle bien face à ton micro, Marie. Pardon, on vit tous ensemble. Et il y a une démarche du ensemble qui est neuve et auquel le Farinatura participe tout à fait. En tant que Montréal Biodiversité, on est adhérent de la fédération Taïaouti à Montréal. Et dans cette fédération, on voit bien qu'il y a une volonté générale de la population en direction de la préservation de notre île. Donc ça, c'est une très bonne chose. Oui, tout à fait. À la fois au niveau de la nature, mais au niveau de notre vivre ensemble. Il faut que nous vivions. On ne peut pas laisser quelqu'un derrière. Et le Farinatura est vraiment dans cette démarche-là. C'est très intéressant. Oui, toi, en termes de formation, parce que tout à l'heure, on a parlé de ce que tu pouvais faire, mais quelle formation tu as eu en interne? Moi, Qui t'a formé? Comment ils t'ont formé? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris à faire? alors, pour ma part en médiation, c'est Kirahu et Logan qui m'ont formé. Et comment ça s'est Ils passé? t'ont formé à quoi? En fait, à expliquer toutes les expositions qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, on a différentes façons aussi de parler aux personnes. Parce que tu ne vas pas expliquer des choses à des adultes, aux enfants qui ne comprennent pas forcément ce que tu veux dire. Donc, à adapter votre... Adapter à chaque âge. Très bien. Que ça soit pour Ouais. les enfants, les ados, on va dire ça, les adolescents et les adultes. Après, même pour les personnes à mobilité réduite, on a eu aussi des groupes de jeunes, si je ne me trompe pas, à Hiki. C'était des enfants atteints de trisomie. J'ai eu la chance de les prendre. Et pour eux aussi, j'ai dû m'adapter à d'expliquer ce qu'ils pouvaient voir. Que ce soit les tambours, surtout au niveau du corail. Il y a beaucoup de noms scientifiques. Et c'était compliqué pour moi, personnellement, de les expliquer d'une autre manière. Oui, parce qu'il faut que tu simplifies Voilà, et faut que tu puisses simplifier. te faire comprendre. C'est ça. Donc, ce qui est un très bel exercice pour toi, parce que ça te permet justement de développer ton sens de l'adaptation. C'est ça. Et ensuite, quand tu as fait un peu d'histoire aussi, parce qu'il a fallu qu'on t'explique plein de choses, Alors, pas de l'histoire, ou alors on va dire un peu de biologie ou ce genre de choses. ben justement, comme moi, j'ai eu la chance d'aller au lycée Opunho, dans une filière sciences techniques agronomie vivant. Du coup, au niveau du corail, j'avais un peu quelques notions encore en tête. Ensuite, pareil que pour les aquariums, c'était plutôt au niveau de la carte de la Polynésie. J'ai eu du mal à faire les explications. Mais sinon, pour le reste, on m'a dit que c'était facile. Donc ça, c'est une bonne chose, donc tu t'y sens Voilà. bien. Ça, c'est Voilà, très bien c'est aussi. ça. Est-ce que la population de la vallée d'Opunou travaille en grande partie à l'écomusée, directement ou indirectement? C'est-à-dire, toi, par exemple, tu travailles au niveau du nettoyage du musée, tu nous disais, mais est-ce qu'il y a d'autres personnels qui travaillent dans d'autres métiers? La équipe, pas forcément. hein. Non, Si. enfin, si, il y a il y a des meilleurs qui travaillent, enfin, qui assurent la prestation de ménage et de l'entretien du bâtiment. Ensuite, il y a des prestataires, en fait, Oui, c'est ça, voilà. voilà, qui viennent. En fait, on travaille en collaboration avec les différents prestataires touristiques de l'île. C'est-à-dire qu'ils font leur tour habituel et entre-temps, ils intègrent le Farinatura, une visite du Farinatura à l'intérieur. Donc, c'est toute une synergie
comme l'avait souligné Marie. Et en même temps, il y a aussi des personnes qui sont artisans, qui n'ont pas de point de vente pour pouvoir faire la promotion de le produit. Et le Farine Natura se positionne Pour les accueillir. exactement pour les accueillir et en même temps promouvoir. Et ça sera aussi un moyen pour pouvoir former les jeunes face au commerce, c'est-à-dire que depuis la matière première jusqu'à la mise en circulation du produit. Est-ce que toi, tu as visité l'écomusée parce que tu y travailles? Oui. Mais est-ce que tu as pris le temps de le visiter? Est-ce que tu as découvert ou redécouvert des choses de ton île? Ouais, ben, comme les aquariums, hein, écoute, ben, dans les aquariums, il y a même des poissons on sait même pas qu'ils existent ici. Et ben, grâce à ça, et ben, on a ce privilège, en fait, de savoir ce qu'il y a vraiment dans nos océans, particulièrement à Opunho, quoi. Ce qui est intéressant pour, on va dire, la génération suivante, pour pouvoir leur expliquer les choses et leur dire faites attention à ça aussi. Oui. Et alors, les enfants, la famille, tout le monde a visité? Tout le monde a visité. Et ben, grâce au Farine Natura, on a aussi ce privilège, ben, comme notre quartier, ben, de bénéficier des activités ou des événements ben, que le Farine Natura propose, comme les fêtes de Halloween, ou ben, comme la Noël, ou bien d'autres activités que des prestataires viennent présenter. Donc, du coup, nous, au Punho, particulièrement, ben, on a ce privilège grâce au Farine Natura. Ouais, ce tissage social est très important et bien impliqué. Laïki, qu'est-ce qu'on peut découvrir comme type d'expo au sein de l'écomusée? Alors bien sûr, donc le bâtiment est séparé en deux parties. Toutes les expositions côté mer relatent les informations concernant les écosystèmes marins et toutes les expositions côté montagne est en relation avec la terre. Il y a aussi des aquariums, un panorama d'aquarium qui explique un petit peu les écosystèmes qui existent depuis le littoral jusqu'à la zone mésophotique. Donc pour information, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la zone mésophotique. Alors tu nous expliques ce que c'est. Exactement, donc ça se situe juste après la barrière récifale dont on bombe, à 40-150 mètres au fond de la mer. Voilà. Et en même temps, à partir de le téléphone, on a les moyens modernes pour connaître, à partir de le téléphone, de connecter au Wi-Fi et se connecter à l'application pour connaître le nom de chaque poisson, de chaque corail qu'il y a dans chaque aquarium. C'est une sorte d'audio guide, mais associé au téléphone? Associé au téléphone. Et en même temps, ce sont des nurseries. C'est-à-dire qu'on voit en temps réel comment évoluent les écosystèmes. On a essayé de reproduire les écosystèmes dans ces aquariums et en même temps, il y a des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas aller sous l'eau contempler les écosystèmes marins. Donc on a pensé à eux, exactement. Et il y a une salle de projection en 270 degrés où on découvre les profondeurs de Fakarava, Moorea et Tahiti sans se mouiller. Laïki, elle maîtrise le sujet. Ça déroule tranquille. Marie, c'est un bel outil de sensibilisation pour la jeunesse, ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Laïki, t'as oublié. Voilà. Les casques de réalité virtuelle. Oui, j'allais en venir, mais pas trop de temps. Alors allez-y, Marie, pardon, et Laïki va nous en parler. Je rebondis. Les casques de réalité virtuelle, donc on a des vidéos à la fois sur le milieu marin et sur le milieu montagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut, ces casques de réalité virtuelle, les amener dans les écoles, les amener au Tuamotu, comme vous avez fait. On peut déplacer le musée par le biais des outils modernes. Extraordinaire. Et nous, en tant qu'association, on produit des vidéos qui vont être diffusées ensuite dans les casques virtuels du musée. Et on fait découvrir les problématiques des surfaces aquifères, les problématiques des boues dans le lagon, etc., etc. Donc il y a un vrai partenariat facile à réaliser. C'est juste une question de rencontre, finalement. Les plus jeunes, on va dire les enfants, clairement, quelles sont les questions récurrentes ou les questions les plus posées? Qu'est-ce qui les interroge le plus, Moé, par exemple? Ce qui les interroge le plus, les enfants, c'est la plupart que j'ai eu, moi, c'est plutôt les dangers au niveau du corail. Ah, donc ça, c'est bien, il y a une vraie... Voilà, c'est ça. Il y a des enfants qui sont plus intéressés au niveau des dangers. Et nous, sur le coup, on se dit directement, ça, c'est un prochain scientifique, ou il va être marin, il va les sauver, comme les associations Corail Garner, Criob. Ou sinon, d'autres, c'est plutôt au niveau des aquariums. Quand les poissons qui ne connaissent pas sont toujours en train de nous demander c'est quoi ce nom-là,
comment ça s'appelle en français et en tahitien. C'est une bonne chose hein, parce que c'est un révélateur. Quand les enfants posent des questions dans un musée, c'est qu'ils s'y intéressent. S'ils posent pas de Ça va questions, bien. c'est qu'ils Oui. s'ennuient. Exactement. Oui, Et ça. c'est dans tous les musées du monde pareil. Et s'ils posent clair. plein de questions, c'est réussi. Il y a des fois, ils ne veulent pas partie du musée. Hein. Alors j'aimerais qu'on parle aussi en déroulant sur le site, en voyant un petit peu ce que vous proposez. On parle de la Bouturothèque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Laïki ou Marie? La bouturothèque, c'est très simple. En fait, c'est une bibliothèque qui sert à bouturer. Hein, c'est ça, Vous le- expliquez ce que c'est que bouturer. On explique tout, nous, dans Manava. Bouturer. Alors, bouturer, on bouture quand on fait de l'agriculture. Mm. Mais on bouture aussi quand on protège le corail. C'est-à-dire, on va Oui, c'est bouturer des coraux pour permettre leur développement. D'accord. Et comme on abîme les coraux avec nos palmes, avec nos bateaux, avec Peut-être nos avec les ancres, moteurs, etc., peut-être avec les encres, voilà, oui. eh bien, il faut qu'on puisse bouturer. Mais on bouture aussi plein d'autres choses. Mm. On bouture aussi des connaissances. Donc on va reprendre très clairement un fragment et on va le replanter. Voilà. Voilà. Très bien. Et pareil aussi, est-ce qu'on voit avec cette bouturothèque, est-ce qu'on voit un changement, est-ce qu'on voit une évolution et est-ce qu'on voit ce qu'on va pouvoir en faire dans l'avenir? Oui, avec déjà l'association Cora Gardeners, hein, qui est bien placée pour promouvoir en fait ce type ce type d'opération pour sauvegarder les écosystèmes marins et bien sûr, et bien évidemment les récifs coralliens. Et il y a plus il y a de prévention, plus il y a de sauvegarde et plus il y a de gens pour participer en fait à préserver et à protéger les coraux. Est-ce que, justement, avec entre autres cette bouturothèque, est-ce qu'on peut travailler contre l'implantation des espèces invasives, ce genre de choses? Est-ce que ça peut en faire partie? Oui, on est vraiment dans une démarche de protection de la nature parce que c'est notre lieu de vie. On ne peut pas vivre dans le ventre de notre mère si notre mère n'est pas en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Et Tépoufénoua, c'est vraiment une question matricielle qui reste permanente, quotidienne et qui est toujours dans l'esprit, dans l'âme de la population de Montréal. Voilà, c'est difficile d'en dire plus. C'est là. Oui. Temeyo, est-ce qu'il y a une fierté aussi d'avoir cet écomusée à Montréal? Est-ce que toi, tu en sois fier? Oui, mais les enfants aussi, et ainsi de suite, et eux se disent déjà peut-être je vais faire quelque chose plus tard dans cet écomusée. Oui, eh ben, c'est une fierté pour nous déjà de un parce que c'est dans notre votre voisinage, endroit, c'est ouais, juste à côté, on est ouais. voisins. Et aussi oui, moi je dis oui parce que on a beaucoup d'enfants dans notre quartier qui connaissent pas vraiment tout ce qui est culturel et qui n'ont pas la chance en fait de connaître ces choses-là. Et avec le Fare Natura, on a tous ce privilège de bénéficier de tout ça. Donc moi je dis oui. C'est une fierté pour nous parce qu'on voit tous les jours aussi. Et puis, moi, avec mon travail de prestation de nettoyage, c'est une fierté pour moi, oui, de travailler là-bas. Il y a une vraie retombée économique aussi grâce à cet écomusée. Oui, exactement. Donc, économique en tout genre, hein, que ce soit en termes Direct ou indirect, on va dire, oui. indirect ou direct et tout. Et après, tout. C'est-à-dire que là, maintenant, on se fait connaître. Il y a de plus en plus de public, hein, que ce soit les scolaires ou encore les institutions, ou encore tout ce qui est en fait lié à la population, hein, parce que le Fare Natura est en plein milieu de Montréal et c'est une zone de passage pour tout le monde. Hein. Ensuite, on doit tous ces travaux, ces missions, tout ce qu'on a pu entreprendre grâce à nos partenaires. Donc, je vais citer d'abord le commissariat. Ensuite, ça sera aussi l'assurance Alliance aussi, ou encore la DIREN. Tous ces partenaires qui, on va dire, nous ont suivis, nous ont accompagnés dans l'accomplissement de nos missions. Marie, j'ai lu aussi que vous travaillez aussi sur la réimplantation des oiseaux. Sur la préservation, des habitats. Ok, alors est-ce que justement on peut voir ça à 5 ou 10 ans et se dire qu'on va réussir de nouveau à faire en sorte qu'ils soient tranquilles? Oui, tout à fait. On a une grande chance là. Il y a une exposition éphémère qui va s'installer dans les jours qui viennent. On va profiter de la fermeture du musée pour installer notre exposition. À propos de la rousserolle de Montréal, qui est endémique de l'île de Montréal. Explique ce que veut dire endémique. Endémique, ça veut dire qu'elle est d'ici et uniquement d'ici. Elle est propre à l'île de Montréal. Ailleurs. Voilà, elle n'est que à Montréal. Donc elle est différente de celle de Tahiti et des Marquises et ailleurs. Et cette rousserolle a été déjà déclarée disparue 2 fois. C'est très étrange. En 1975, elle est déclarée disparue.
Dernièrement, elle a été déclarée disparue par l'association, oui, c'est une association, la Société ornithologique de Polynésie. Et nous, qui sommes dans la nature tout le temps en train de couper du conia, nous l'avons entendu. Donc on a dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on a été financé donc par l'Office français de la biodiversité. Et on a fait une recherche, et oui, elle est bien là. Alors maintenant, on a un enregistrement de son chant, il faut qu'on ait une photo pour aller un peu plus loin. Mais déjà, on a les moyens de proposer au Fares Natura une exposition éphémère qui va décrire les 12 oiseaux forestiers qu'on peut rencontrer en forêt sur l'île de Moorea. Et on va apprendre par cette exposition à reconnaître les chants de ces oiseaux. Donc ça va permettre d'instruire les gens, d'instruire la population et de montrer que les choses fonctionnent bien. Il nous reste le 13e, la rousserolle. Parce qu'une fois que vous connaissez les 12, vous pouvez reconnaître la 13e. Bon, mais parfait, c'est l'instruction. Alors ma dernière question, ça sera pour Moé. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ensuite? Alors, ensuite, je vais être honnête avec vous, j'ai postulé à Polymath. Oui, mais ça veut dire que tu as aussi peut-être découvert plein de choses, appris plein de choses qui vont te permettre de faire d'autres choses. Sinon, j'ai essayé d'aller avec l'association, pas Temana ou Temana, comment ça s'appelle? C'est une association qui s'occupe plutôt aussi du corail, qui fait des interventions dans les écoles. Tu vas rester éveillé à ça et tu vas continuer dans l'associatif. C'est ça. Bon, ben, très bien. Donc un lieu à découvrir ou à redécouvrir en famille ou entre amis. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV, à suivre le VA. On se retrouve demain à 17h15. Bonne fin de soirée sur TNTV.